bienvenue, merci d'être là. Ça fait 14 ans que tu es CEO chez Vusion. Oui. On est incroyablement fiers en tant que Français de t'accueillir et puis de voir Vusion grandir sans cesse depuis des années. Avec Numberly, modestement, on sent des points communs parce que d'abord on a eu des actionnaires communs et qui nous sont très chers, et puis on a eu des bureaux communs à Palo Alto. On Absolument, a eu la joie de vous. On a démarré ensemble, voilà. tout petit, on voilà. partageait pour le public, mais c'est vrai qu'on s'est côtoyés dans le même immeuble qu'on partageait à Palo Alto. C'était un tout petit bureau. C'était un tout petit bureau. Voilà. Oui. Mais il fallait même le partager voilà, donc c'était les débuts. Voilà, donc ça c'était les débuts. Vous avez grandi incroyablement. Vous êtes devenu le leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique. Vous êtes entré en bourse en 2006. Vous êtes présent dans 60 pays. Vous avez une culture très internationale. Et c'est juste incroyable de t'accueillir. Vous avez 9 labos de R&D. Vous avez une grande mission qui est de faire du magasin, finalement, le cœur de l'omnicanal. Alors, je vais te donner la zapette. On va rentrer dans le vif du sujet de ce que fait Vusion. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter un peu, au fond, cette histoire de Vusion et puis cette idée de digitalisation des magasins, parce qu'on t'entend en parler beaucoup, et je ne sais pas si en France c'est encore complètement quelque chose de parfaitement assimilé. Donc je veux bien que tu nous racontes l'histoire. Je vais raconter l'histoire. En fait, l'histoire, elle commence déjà avec un commerçant. Donc je n'ai pas créé cette société. Elle était petite quand je suis arrivé, mais néanmoins, elle a été créée il y a 35 ans par une famille qui était dans le nord de la France et qui avait des supermarchés, des hypermarchés. C'était le groupe Cedico. Donc je suis sûr que, vu l'âge moyen dans la salle, vous ne connaissez pas, mais c'était des hypermarchés qui ont été vendus ensuite à Auchan. Et le fondateur, donc c'est quelqu'un qui a grandi dans les supermarchés de ses parents, qui changeait, et qui mettait à jour les prix dans le week-end, etc. Et il s'est dit, quand ils ont vendu ce groupe, il y a vraiment besoin. C'est très compliqué de gérer un magasin. Bon, c'est très très compliqué. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie et je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de gérer un hypermarché que de gérer une usine, parce que d'abord, il y a tous les consommateurs, il y a beaucoup de produits, et puis il y a tout un bazar, alors que dans une usine, finalement, on n'a que des gens en uniforme avec des outils, etc. C'était compliqué, donc il s'est dit, on va commencer. Et donc ça a démarré, je vais faire une histoire assez courte, mais ça a démarré par l'idée de résoudre des problèmes opérationnels, donc les changements des prix. Donc ils ont Vusion a inventé les premières étiquettes électroniques. Puis après, ça a pris un certain temps parce que les Français ont été des pionniers, mais néanmoins ça a pris longtemps déjà de faire des solutions qui marchent. La première dizaine d'années, ça a été de la R&D, et puis après, voilà. Et quand je suis arrivé, donc la société était déjà eu un petit succès en France. On devait faire une 50aine de millions de chiffre d'affaires à l'époque. Et nous, on a toujours cru chez Vusion, on a toujours cru au magasin. Alors, on n'a pas été forcément toujours à la mode, mais on a toujours cru que ça resterait le cœur du commerce omnicanal. Et pendant un moment, c'est vrai qu'on s'est un peu heurté à cette tendance, cette première vague de l'e-commerce où on disait le magasin est peut-être mort, etc. Bon, on n'y a jamais vraiment cru, et je pense que si on regarde aujourd'hui, et si on regarde NRF cette année, c'est la première fois que je sens très profondément que les gens se rendent compte qu'on avait raison. C'est-à-dire que le magasin redevient le cœur de l'attention, le cœur de l'omnicanalité, et donc c'est un début. Et le trafic réaugmente d'ailleurs aux États-Unis. Alors le trafic réaugmente, une partie incroyable de l'e-commerce devient un e-commerce fabriqué par les magasins physiques. Donc en gros, vous serez toujours en train de commander toujours plus en ligne, c'est sûr, mais ce sera livré par le magasin du coin de la rue. C'est ce qu'est en train de démontrer à très grande échelle Walmart en ce moment, en prenant des parts de marché à la vitesse de la lumière dans l'e-commerce. Et ils ne vont pas s'arrêter à l'alimentaire. Ils sont en train de préparer des grands projets dans le non-alimentaire. Donc je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui a changé brutalement. Alors, il y a plusieurs choses qui se
finalement coïncident. Il y a à la fois, je pense, cette prise de conscience de la part de beaucoup de commerçants, beaucoup de retailers, qu'ils sont allés au bout des limites d'un modèle, qu'ils ne sont pas allés où ils voulaient en e-commerce, c'est sûr, hein, et que par ailleurs, le magasin reste un lieu important et qu'il faut le soigner. Donc, ils n'ont peut-être pas alloué leurs capitaux au bon endroit pendant un moment. Il y a eu des effets de mode, et cette mode a été, je pense, pernicieuse pour beaucoup d'entre eux. Donc, cette prise de conscience que les magasins vont changer, bien sûr, mais sont vraiment un actif incroyable. Et puis, au même moment, il y a cette maturité technologique, je dirais même cette révolution technologique qui arrive et qui rend subitement, mais en l'espace de... je dirais c'est dans les 2 dernières années, parce que nous, on a voulu faire des choses... il y a des gens ici qui savent que je parle de retail média. À l'époque, je ne savais même pas de quoi je parlais, mais je sentais bien qu'il fallait communiquer avec les consommateurs dans les rayons. Mais bon, là, il y a proprement une révolution technologique qui est en train de se passer. Et donc... on est en train, et donc j'ai compris que, moi c'est la première fois que je viens, mais j'ai compris qu'il fallait des punchlines ici, donc j'ai préparé la première. Je ne sais pas si elle restera, très modestement, mais je pense que la prochaine grande bataille du digital va se jouer dans les magasins. Voilà. C'est ma conviction, je pense que le prochain grand média digital, c'est le magasin physique. Et tout va, à mon avis, dans les mois qui viennent, commencer à montrer que c'est le cas. Le trafic y est. Le trafic est énorme, évidemment, c'est là qu'il est. Et maintenant, les technologies sont prêtes. Alors, vous allez me dire, mais parce que lesquelles, en fait? Bon. Ça fait très longtemps que, évidemment, tout le monde se dit tous ces gens dans les magasins, ce serait bien de pouvoir leur parler au bon moment, leur envoyer pile poil le coupon qui va bien, la pub qui va bien au bon moment. D'accord, mais comment faire? Donc, c'est pas d'hier que datent les beacons, c'est pas d'hier que datent toutes ces expérimentations. Bon. Mais... sauf que il y a un mais, oui, il y a un mais parce que ces technologies dans des magasins, il faut les gérer, il faut qu'elles soient relativement robustes, il faut qu'elles soient compatibles, interopérables avec pas mal d'autres choses, etc. Donc c'était pas simple. Bon. Donc, on a peut-être mis un peu de temps. Alors, pour moi, il y a 2 choses. Il y a 2 choses qui sont... je vais peut-être un tout petit peu résumer, mais je pense qu'il y a quand même 2 choses majeures et qu'on a qui vont être assez concrètes là rapidement pour les Français et qui sont déjà concrètes pour les Américains, mais très vite, là, ça va arriver. La première chose, c'est évidemment le papier. Non, mais faisons sans slide, et puis si vous voulez des visuels, je vous en montrerai, mais d'abord, il y a le papier électronique. Bon, et qu'on le veuille ou non, communiquer, c'est communiquer visuellement, d'accord ? C'est quand même une interface importante, l'image. Et c'est vrai que, ça fait longtemps qu'on a des télés, des petits écrans vidéo dans les magasins, très bien, on a une certaine limite à ça. D'abord, c'est compliqué à gérer. Ensuite, on ne peut pas en avoir trop. On n'a pas envie que les magasins ressemblent à Times Square. Et puis, en plus, ce n'est pas forcément possible. Ce n'est pas très bon pour la planète. Ce n'est pas non plus très, très... Bon. Arrive le papier électronique. Papier électronique couleur. Bon, ça n'existait pas. Donc, aujourd'hui, à NRF, tu l'as vu, Thibaut, tu étais sur notre stand. Aujourd'hui, on a tous les formats, on a tous les trucs. Le papier est devenu électronique. Donc, on peut transformer, déjà, c'est une première chose, on peut transformer le magasin en un média. On peut prendre n'importe quel... Toutes les joues de gondole vont être équipées d'affiches. C'est comme du papier, sauf que c'est connecté au cloud, c'est électronique. On change quand on veut. Et voilà. Donc, et puis, on peut le mettre dans les rayons. Donc, on peut le mettre partout. C'est pas cher, ça prend pas d'électricité, c'est pas relié au truc. Donc, ça va être partout. Donc, ça, c'est une première évolution et vous allez le voir très vite puisque c'est le plus évident. On veut communiquer, on veut faire des trucs, mais on n'a pas envie d'envoyer des gens, des armées dans les magasins, etc. Bon, ça existe, ce type de shopper marketing, ça a toujours existé, mais ça va se baisser en coût, augmenter en responsivité, et puis surtout, ça va faire partie du programmatique. Parce que subitement, on ouvre un canal qui est le magasin au même titre que les autres canaux. Donc, ça va rentrer dans les plateformes, etc. Ça, il faut savoir que ça n'existait même pas il y a vraiment d'une manière scalable, il y a 18 mois. Donc, on travaille dessus depuis des années. Mais pour le retail, il faut que ce soit pas cher, il faut que ce soit stable, il faut que le rouge ce soit toujours le même. Bon, il y a des tas de problèmes techniques. Je vous passe les trucs, mais là, voilà, on est en train d'arriver là.
La deuxième chose, c'est l'équivalent comment dire, c'est l'arrivée de nouveaux protocoles pour gérer les étiquettes électroniques. Bon. Pourquoi je vous parle d'étiquettes électroniques ? La plupart des gens, ça n'a aucun rapport avec le retail média. Mais il se trouve que c'est une infrastructure qui se déploie dans tous les magasins. Pour plein d'autres raisons, en fait, il va y en avoir partout. Bon, aujourd'hui, il y en a à peu près 1,5 milliard dans le monde. Il y a 10 milliards d'étiquettes. Bon, mais il y en a 1,5 milliard, il y en aura bientôt 5 milliards, donc à peu près dans tout le commerce. Et en fait, on a travaillé, alors beaucoup avec Walmart, on a travaillé pour changer les protocoles, de telle sorte que dès que vous mettiez des nouvelles générations, aujourd'hui, rendre votre magasin complètement interactif. Elles vous permettent de communiquer avec vos consommateurs, de communiquer, de les localiser, de savoir où ils sont et de leur parler. C'est aussi bête que ça. C'est bête comme chou, l'idée, on l'a eu il y a 10 ans, mais le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'avec mes équipes, on sait qu'un jour, il faudra qu'on fasse un Bluetooth qui soit extrêmement à très basse consommation et qu'on en fasse l'infrastructure de fonctionnement de tout l'affichage dans le magasin. Bon, ben voilà, maintenant, c'est fait. Vous avez aujourd'hui 2500 Walmart aux États-Unis. On en installe 250 par mois. Donc vous voyez que c'est quand même parti là. On aura fini à la fin de l'année tout le parc américain de cette technologie. Donc ça a plein d'avantages pour tout un tas de choses. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je parlais d'e-commerce, ça va changer complètement l'histoire de l'e-commerce. Aujourd'hui, vous avez chez Walmart, prépare à peu près 2 millions de commandes par jour en magasin. Un tiers sont livrés déjà en dessous de 3 heures. C'est ça l'e-commerce de demain. Quand je parlais de l'e-commerce local, c'est le magasin qui devient un centre de e-commerce de proximité, d'hyper proximité, qui livre donc très vite, qui a, je dirais, après ça nécessite plein de choses dans le magasin pour le rendre efficace. Et là, c'est incroyable. Bon, c'est extrêmement efficace et rapide. Et donc, ça va se développer. Mais il y a plein d'autres couches dans cette plateforme qui permettent d'activer. Alors, je reviens sur le retail média. D'un côté, vous allez avoir le magasin qui devient un vrai, un vrai média dans le sens où on a remplacé le papier par le papier électronique et il devient un média connecté dans le parcours omnicanal des marques. Et puis donc ça, c'est la première chose et ça va se déployer très vite. Vous verrez à la fois les stop rayons devenir digital, les joues de gondole devenir affichées avec et puis surtout les coûts qui vont baisser parce que du coup, il n'y a plus besoin d'aller déplacer des gens, installer. Vous pouvez faire des campagnes à la semaine, vous pouvez faire des campagnes qui changent le matin, l'après-midi et c'est bien d'ailleurs ce que nos clients ont l'intention de faire. Ceux qui sont les plus avancés aujourd'hui, et d'ailleurs, ils nous posent des problèmes parce qu'il y en a qui veulent changer tous les 15 minutes les affichages. Parce que dans le magasin, il n'y a pas exactement le même parcours, il n'y a pas le même public. En digital, en online, on change plus souvent que toutes les 15 non, minutes. Oui, mais en magasin, aujourd'hui, des campagnes, c'est 3 semaines. Donc, oui, bien sûr qu'en digital, c'est plus rapide. Bon, il y aura toujours des... Voilà. Tenez-vous prêts. Mais voilà. Et la deuxième chose, c'est le fait de pouvoir parler à son consommateur, savoir où il est, faire une attribution parfaite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parcours du consommateur... Là, j'ai vu, moi je ne crois pas du tout à ça, mais j'ai vu les shopping carts là, de Instacart. Bon, je crois que c'est des trucs qu'on va voir un petit moment, puis après ça va disparaître, mais il y a des façons beaucoup plus simples de faire ça. Mais globalement, vous êtes en rayon. Et moi, je me souviendrai toujours, maintenant il est aux États-Unis, mais le patron de Greg, mais de Alexis Perraki, qui me disait... Moi, je vois tous ces gens, j'imagine tous ces gens qui sont devant mes produits chez Monoprix, chez Carrefour, chez Walmart et chez Target. Et je rêve que d'une chose, c'est de pouvoir savoir à un moment qu'ils sont là et de pouvoir leur parler à ce moment-là. Donc, on l'a fait. Maintenant, c'est Alors, bien sûr que ça va se déployer, ça va prendre un peu de temps, etc. Mais là, ça y est, c'est parti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de préparer des scénarios dans lesquels... vous savez que vous êtes dans un rayon, vous êtes en face de tel produit. À ce moment-là, on peut immédiatement vous parler, vous envoyer quelque chose, un coupon, une pub, etc., interagir. On sait que vous avez été là, c'est-à-dire que vous avez une pub à cet endroit-là et que vous êtes passé là, on sait aussi. Alors, ça peut faire peur, ça peut faire un peu Minority Report, mais dans la pratique, aujourd'hui, sur Internet,
Ça se passe tous les jours. Donc ça se passera de la même façon dans les magasins. Et simplement la différence, c'est que là, c'est scalable, c'est en magasin, c'est en train de se passer. Et ça va se répandre dans les 2 à 3 ans qui viennent comme une traînée de poudre dans des centaines et des milliers de magasins, pas forcément d'ailleurs que des hypermarchés ou des supermarchés, hein. Mais ça va être, je pense, extraordinaire pour les marques de pouvoir enfin se dire que le mass market n'est pas un moment qui est aveugle. On sait, on peut parler aux gens, on peut... voilà. Merci Thierry pour cet exposé. Désolé pour les slides. Non, c'est parfait. Du coup, il y en avait plein des super. Oui, bon. on les voit à l'écran, on en profite. Donc, voilà la punchline. N'est-ce pas ? Celle-là, elle va rester. Voilà, donc ça, c'est les formats. Hein. Peut-être tu peux nous raconter un peu les types de formats que vous proposez. C'est des exemples de formats. En fait, on crée beaucoup d'outils pour faire du magasin un environnement communicant. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, visuel. Tu en vois d'autres sur la suivante d'ailleurs, avec éventuellement on n'est pas contre la vidéo, hein. Là vous avez ce que vous voyez là, les stop rayons qui sont un peu dans les rayons, c'est de la vidéo, mais il y a aussi de l'encre électronique parce qu'on ne peut pas mettre du courant partout, etc. Donc je dirais que vous avez ça c'est la partie visuelle. Ce qui est moins visible et moins facile à voir sur une pub, c'est pour ça que sur une photo, c'est que en fait cette infrastructure d'étiquette électronique que vous voyez là, et qui est donc notamment déployée à très grande échelle chez Walmart aujourd'hui, et pour cette raison, elle transforme le magasin en une smart grid dans lequel tout est géolocalisé, tout est connectable et tout est localisé. Donc en fait, on voit vraiment où vous êtes, etc. Donc en termes d'attribution, en termes de communication d'une part, mais ensuite en termes d'attribution, c'est en fait on a complètement bouclé la boucle. Et là on est sur voilà. Alors là vous avez des exemples. Vous voyez bien que là, on ne voit plus la différence entre le papier et l'électronique. Alors qu'en fait, ça, c'est une affiche d'encre électronique. Vous pouvez la changer comme ça. Pof, c'est autre chose. Donc, il n'y a plus besoin de personnel. On ne voit carrément plus les produits qu'on peut mettre dans son caddie. Bon, là, non, mais là, c'est ma photo qui est mal cadrée. Là. Oui, vous avez raison. Non, mais tu as raison. Donc, là, c'est des hives. Voilà, c'est des exemples. C'est vrai qu'après, maintenant, une fois que l'histoire, on la connaît, on analyse. Après, il y a cette pub qu'on a. Enfin, c'est même pas une pub, hein, c'est un test. On va faire beaucoup mieux. Mais chez Carrefour, notamment avec Média Performance, on a imaginé comment serait ce parcours entièrement. Alors, on va regarder votre partenariat. Ça, c'est avec Média Performance. Qui oui, doit parce être qu'alors, je dirais qu'on n'est pas des experts du retail média, donc on s'est un peu allié avec des gens qui connaissaient ça depuis longtemps, et puis on leur a apporté un peu de notre technologie, puis après on apprend un peu. Alors il y a pas mal de choses, c'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est plutôt les aspects effectivement de l'encre électronique en joue de gondole. Donc ici, elle rentre et on peut accompagner un peu le parcours, puisqu'après on va avoir un stop rayon digital type ActiShelf, etc., mais là en digital. Donc on attrape le consommateur dès l'entrée de l'allée pour l'amener quelque part. Et puis, ce qu'il n'y a pas ici, mais par contre, ça fait partie du partenariat qu'on a annoncé avec Carrefour en mai dernier, c'est de passer l'infrastructure en interactif. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a été là. Donc on sait qu'à ce moment-là, je suis devant le rayon skincare et je vais pouvoir m'adresser à ce consommateur à ce moment-là, lui parler, lui faire essayer un produit, lui dire que voilà, éventuellement lui donner un coupon, parce que ces coupons qu'on imprime à la fin de... Je ne vais pas être désagréable, mais c'est vrai que moi je perds 90% des coupons qu'on me donne en caisse, quoi. Donc je préfère que ce soit me donné, voilà. Merci beaucoup Thierry. Je voulais en profiter pour vous montrer un article de recherche qui vient d'être présenté à la NRF que j'ai trouvé particulièrement intéressant, de Dhruv Grewal notamment, Denis Erhausen et David De Jong, sur la mesure. Alors c'est pas forcément très clair, mais le protocole il me semble très intéressant. Alors tu pourras le critiquer, mais le principe c'est qu'ils ont mis des puces RFID sur les caddies dans un supermarché européen. Et il y a un détecteur de ces puces dans l'écran en tête de rayon. Quand il arrive, on a une expérimentation en temps réel avec la vidéo qui se déclenche à ce moment-là, avec du son à l'approche du caddie, et une allocation randomisée entre un groupe test qui va être exposé et un groupe témoin qui ne va pas l'être.
Il n'y a pas de reconnaissance à l'individu, il y a simplement la reconnaissance du fait qu'il y a un chariot qui s'approche. Et puis à la caisse, on va retrouver bien sûr la puce RFID qui a déclenché le visionnage ou non de la publicité, et du coup savoir attribuer à chacun des deux groupes test et contrôle les achats éventuels des produits, bien sûr, mis en avant dans la vidéo. Donc c'est un protocole imparable, expérimental, passionnant, super clean. Donc on adore ça chez Numberly. Et d'un point de vue un peu recherche, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez une exposition, des variables modératrices, donc le type de produit, la popularité de la marque, la nouveauté du produit, bien sûr, tu le disais, le jour de la semaine, l'heure du jour, le temps, tout ce qu'on veut, la densité dans le magasin de personnes, les promos, etc., etc. Et tout ça, on va pouvoir prédire. Le résultat, c'est quoi? C'est 8% d'augmentation des ventes en incrémental suite à l'exposition d'une publicité in-store. Donc, c'est un très beau résultat sur 237 campagnes, je crois. Et on a besoin de plus de chiffres de ce type-là, mais je crois qu'à la fois par la richesse de la technologie que tu nous as présentée et toutes les applications, on a très envie de tester, je crois. Oui, alors en fait, l'idée est absolument géniale. C'est pour ça que je disais que je ne croyais pas du tout à ces smart cards super. Mais non, mais parce qu'en fait, il faut toujours du bon sens. C'est toujours le bon sens qui gagne dans l'histoire, dans le commerce, mais comme partout. Donc là, il y a juste une petite... En fait, l'idée est parfaite. La seule chose qui n'est pas parfaite, c'est la RFID. Pourquoi? Parce que la RFID, c'est une technologie où il faut une infrastructure de lecture qui est assez compliquée. Donc en fait, il ne déploiera pas à grande échelle ça. Mais par contre, tout ce qui est là, c'est parfait. C'est exactement, ça va se déployer. En fait, dans les magasins Walmart aujourd'hui, les caddies sont parfaitement géocalisés. Simplement par l'infrastructure, on n'a pas besoin de la RFID. Je vais te faire une proposition. On n'a qu'à monter ensemble le test, l'équivalent et la réponse à cette expérimentation. Monsieur Gréwal sera ravi. Oui, absolument, parce que lui, il s'en fout de la RFID ou autre chose. Voilà. Alors, on avance un peu parce que je crois qu'on a déjà terminé. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le magasin connecté ? En fait, le magasin, ça c'est notre vision, des différentes fonctions du magasin demain. C'est-à-dire que à partir du moment où, d'abord, il fallait complètement l'optimiser en termes de processus internes, etc., de gestion. C'est une usine, un magasin. Donc, c'est d'abord un environnement à optimiser avec de la data. La digitalisation, c'est d'abord transformer le magasin en data, savoir combien j'ai de produits, quelles sont mes ruptures, etc. Voilà, ça, c'est le premier volet. C'est le commerce de précision, c'est le commerce efficace. Bon. Et notamment quand on veut... Bon. Ensuite, la deuxième chose, c'est le commerce omnicanal. C'est le magasin omnicanal. C'est-à-dire mon magasin, mes magasins sont des outils d'e-commerce incroyables. Ils sont proches des gens, etc. Et de plus en plus, les gens commanderont 10 fois par semaine en ligne. Et puis, une fois ou deux par semaine ou une fois par mois, ils iront dans le magasin. Mais c'est un magasin omnicanal. Ensuite, c'est un média. C'est le prochain grand média digital, le magasin physique. Je crois qu'on a bien retenu cette punchline. 3 fois toujours la répétition. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on a transformé le magasin en data, enfin, on peut utiliser ChatGPT. Et c'est ça l'annonce de Walmart en novembre. Ça a été de dire, à partir du moment où tout mon magasin, c'est de la data, je peux mettre mes smart glass, je peux utiliser ChatGPT sur mon mobile, je peux rentrer dans une relation conversationnelle. Tiens, je vais faire un couscous bio ce soir pour 6 personnes. Dis-moi où sont les produits, guide-moi, etc. Tout ça devient possible. Je dis souvent, sans EdgeSense, en fait, le ChatGPT ne sert à rien dans le magasin. Magnifique. Mais là, on est vraiment toutes les fonctions du magasin. Donc, vous voyez, il y a à faire. Hein. Il y a à faire. Il y a une transformation. Tu nous as plus que convaincus. On a déjà répondu à la question de demain. Voilà, exactement. Et ça, c'est des lunettes. Mais c'est très vite demain, parce que nous, on travaille déjà beaucoup avec des fabricants, avec Meta, avec d'autres. On travaille beaucoup. Ça, c'est une réalité. Ça a l'air d'être Minority Report. Mais je peux vous dire que dans 6 mois, vous allez voir déjà des gens faire leurs courses avec des lunettes dans les magasins et être guidés, avoir des choses hyper personnalisées. Ça va aller beaucoup plus vite qu'on ne croit. On propose la sauce barbecue pour faire un couscous bio. Écoutez, on y est. Alors, je garantis pas Alors, est-ce qu'on a une question dans la salle ? Peut-être. Oui, Glenn. Désolé, je t'ai appelé Greg.
question moi, sur la PLV, qui est un des sujets en ce moment qu'on adresse beaucoup sur les enjeux RSE, de l'exposition en PLV. Est-ce qu'il y a des retailers avec lesquels vous commencez à traquer un peu cette exposition de la PLV, savoir ce qui reste en stock et ce qui est vraiment exposé? Parce qu'on se rend compte que nos analyses démontrent que tout n'est pas exposé. Tout n'est pas exposé. En fait, il y a beaucoup de choses en réserve, il y a beaucoup de choses qui restent en entrepôt. Donc, on aimerait bien commencer à mesurer un peu l'impact aussi de ce qu'on met en point de vente. L'idée, effectivement, alors toute la PLV ne peut pas être nécessairement digitalisée, mais une bonne partie. Et à ce moment-là, ça devient des inventaires fixes, digitaux, qui n'ont plus du tout besoin. Il n'y a plus cette question. Hein. Par définition, on réduit complètement, on enlève complètement cette problématique. Vous savez, quand vous êtes en ligne, vous avez un reporting absolu sur tout ce qui est fait en PLV. Il n'y a plus de printing, il n'y a plus de déploiement, il n'y a plus de logistique, plus de déploiement, plus de personnel pour le déployer. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des outils repositionnables en rayon, donc avoir un peu besoin du personnel pour repositionner certaines campagnes précisément près des produits. Mais je pense que l'avenir va être beaucoup à 80% des PLV fixes sur chaque montant de gondole, etc. Des choses assez fixes, suffisamment nombreuses pour que on va faire disparaître une bonne partie, je pense, de la PLV papier, carton, tout ça. Donc c'est bon pour la planète, c'est bon pour le modèle économique, c'est bon pour Je crois que c'est un des objectifs. Hein. Et puis après, en plus, il y a une PLV interactive après, c'est-à-dire que vous savez mesurer, parce qu'on a parlé de mesure. Il ne faut pas oublier que la mesure, c'est aussi cette infrastructure-là qui pilote le trafic, le dwell time, etc. Hein, sans forcément. Je crois qu'il est l'heure de conclure. Et tout de suite, on attaque avec la première table ronde, l'approche full funnel en retail média, le nouveau champ des possibles, avec Laure Géry et Edwin Guilaine.